Voilà, bonjour tout le monde. Donc voilà, en fait, ce que je viens de présenter ici, ce sont un petit peu les résultats de recherche que nous avons menés. Excusez-moi. Donc, dans le cadre d'un vaste projet d'entreprise en promotion de la santé qui s'appelle Goûtez-moi ça, vous avez quelques détails dans les fardes que vous avez reçus. Et donc, en fait, nous sommes interrogés nous avons essayé d'identifier et d'inventorier l'ensemble des déterminants de l'accessibilité à l'alimentation de qualité pour tous. Alors, partant de cette ambition, nous avons d'abord dû, bien évidemment, commencer par définir ce qu'était pour nous une alimentation de qualité. Alors voilà, pour nous, évidemment, une alimentation de qualité est une alimentation qui, du point de vue nutritionnel, est suffisante et équilibrée. Mais nous pensons qu'il ne faut pas non plus négliger donc, les aspects de sécurité des aliments, donc du point de vue chimique et microbiologique, les qualités gustatives et hédonistes, les qualités sociales et les qualités environnementales doivent également être prises en compte. Donc tous ces aspects concourent selon nous à une alimentation de qualité, ce qui rejoint très fortement en fait la définition de l'alimentation durable. Donc une fois cette définition accordée, nous avons pu commencer notre investigation et très vite nous sommes aperçus que ces déterminants étaient très nombreux, très variés. Et très vite, un premier constat nous est apparu, c'est que ces déterminants ne relevaient pas que des seuls individus, des seuls publics. En effet, beaucoup d'éléments qui ont plutôt trait au contexte peuvent améliorer ou entraver l'accès de tous à une alimentation de qualité. De même, beaucoup d'éléments peuvent directement influencer la qualité de l'alimentation et donc par voie de conséquence son accessibilité. C'est comme ça que nous avons commencé à construire un modèle où ces différents déterminants pouvaient déjà être classés suivant trois pôles. Vous les voyez en haut de la dia ici, donc un pôle public, un pôle contexte et un pôle produit. Deuxième constat, nous sommes assez rapidement aperçus, mais ça tombait sous le sens, que les déterminants ne se résumaient pas seulement aux aspects financiers et matériels. En effet, d'autres dimensions de l'accessibilité ont rapidement été mises en évidence. Une dimension pratique, une dimension liée à l'information, une dimension socio-culturelle et une dimension psychosociale. Et nous verrons tout au long de la présentation, et ça a déjà été pas mal évoqué, que les inégalités sociales imposent leur marque sur bon nombre de ces déterminants. Alors, première accessibilité, celle qui saute aux yeux, l'accessibilité financière et matérielle. Donc, évidemment, le revenu est un déterminant majeur à ce niveau-là. Il faut savoir que les personnes disposant de peu de revenus vont assez naturellement s'orienter vers des produits de moins bonne qualité nutritionnelle. Cela s'explique par le fait que ces produits sont moins chers, alors qu'on va au contraire observer une tendance à l'augmentation du prix, par exemple, des fruits et des légumes ou encore du poisson. Par effet de miroir, évidemment, le prix a une forte importance, déterminant. Il est construit au fur et à mesure des intermédiaires également, donc à partir de la production jusqu'à la mise à disposition des consommateurs mangeurs. Voilà, en passant par le transport, donc la transformation, le marketing. On dit souvent maintenant que le système alimentaire est de plus en plus tertiarisé, il y a de plus en plus de valeurs ajoutées qui n'ont plus aucun lien physique avec l'alimentation. Enfin, j'ai voulu mettre aussi en évidence assez rapidement l'aide alimentaire, qui a une forte importance en termes d'accessibilité à l'alimentation, étant donné que actuellement environ 200 000 Belges ont recours quotidiennement à l'aide alimentaire et que l'approvisionnement de cette aide alimentaire n'est pas simple. C'est un souci permanent des associations qui travaillent dans ce secteur. Et enfin, la qualité, notamment nutritionnelle, ne va pas de soi, étant donné les contraintes inhérentes à ce système qui dépend fortement des dons, qui manque de moyens financiers, humains, logistiques. Donc en fait ici je vais passer pas mal de déterminants, j'en ai sélectionné quelques-uns en fait, ceux qui me paraissaient les plus intéressants à mettre en évidence aujourd'hui, parce qu'ils fourniront un petit peu d'éléments théoriques pour les débats qui suivront en fin de matinée cet après-midi.
Ensuite, un deuxième aspect de l'accessibilité et l'accessibilité donc pratique, la mobilité. Donc la mobilité des personnes joue un rôle déterminant. Donc des personnes âgées ou à mobilité réduite ou des personnes ne disposant pas de véhicules privés vont évidemment avoir plus de difficultés que d'autres à se procurer des aliments de qualité encore plus. Il faut savoir, c'est là un peu la transversalité de l'approche que nous avons voulu apporter dans cette étude de l'accessibilité, que l'aménagement du territoire, par exemple, joue un rôle. Donc le tout à l'automobile, la pérurbanisation ont régi ces dernières décennies bon nombre de localisations d'une partie de l'offre. Et cette localisation s'est faite au détriment de l'accessibilité par transport public. Donc c'est une des dimensions, un des aspects qu'il faut prendre en compte quand on travaille sur l'accès à une alimentation de qualité. Enfin, ce que l'on consomme dépend bien évidemment de ce qu'on trouve dans les magasins et donc de l'offre alimentaire. Et donc les différents types de magasins, la grande distribution, le hard discount, les modes plus alternatifs comme les circuits courts ou encore les commerces de proximité, évidemment, vont déterminer en fonction de leur part de marché, évidemment, l'enveloppe des choix possibles pour les consommateurs. De même, étant donné qu'un quart du budget des Belges est dépensé en matière d'alimentation dans de la consommation hors domicile, tout ce qui est HoReCa et restauration collective joue également un important rôle dans l'accessibilité, dans la disponibilité d'une alimentation de qualité. Enfin, de manière plus générale et plus en amont, le modèle agroalimentaire dominant, donc même le système alimentaire au sens large, va déterminer fortement la qualité et la disponibilité d'une alimentation de qualité. Force est de constater, et ce sera débattu cet après-midi, que le modèle actuel n'est pas durable, qu'il a un impact sur l'environnement, certes, mais également en termes de santé publique. Il est pollueur, gaspilleur, voilà. Et donc, force est de constater qu'il a pu mettre à disposition une alimentation à un faible coût financier, en tout cas dans nos sociétés, mais il a un coût bien plus important en termes d'environnement et de santé publique. Avec ce paradoxe que nous vivons peut-être dans des sociétés qu'on peut qualifier d'obésogènes, alors que plus de 840 millions d'êtres humains souffrent de manière chronique de faim. Alors passons donc sur le dernier déterminant que j'ai voulu mettre en exergue au niveau de l'accessibilité pratique. Il s'agit des normes, des règlements et des contrôles qui sont censés garantir la qualité sanitaire, donc la qualité chimique et microbiologique de notre alimentation. Nous pouvons affirmer que nous vivons dans une des régions du monde qui a des normes les plus strictes. Cependant, il reste quand même des incertitudes qui, à mon avis, seront débattues ici tout à l'heure. Nous ne savons pas exactement les effets, nous ne connaissons pas exactement les effets à long terme que peuvent avoir les pesticides ou les effets de cocktail de pesticides. Les scandales à répétition qui ont été évoqués dans le cadre de l'enquête Thermomètre montrent également que le système n'est pas infaillible. À côté de cela, d'autres menaces peuvent être pointées du doigt, et ce sera peut-être débattu aussi cet après-midi, c'est l'éventuel risque d'abaissement des normes qui peuvent être liées avec des négociations commerciales, comme par exemple celles qui sont en cours actuellement entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, troisième grand type de type d'accessibilité est l'accessibilité liée à l'information. Tout le monde le sait, le niveau d'éducation joue un rôle de facilitateur ou inversement dans la compréhension des messages. Ces messages, cela a été évoqué tout à l'heure, viennent de sources très diverses, peuvent parfois paraître contradictoires. On peut assister, et ça a été dit, à une véritable cacophonie alimentaire, ce qui ne va évidemment pas faciliter la compréhension de cette information liée à l'alimentation. Pire, une partie de cette information provient de messages publicitaires qui peuvent être totalement en contradiction avec les messages de santé publique. Enfin, l'information sur les produits détermine évidemment l'accessibilité
en termes d'information, dans ce sens que l'étiquetage est la première information qu'on a quand on a un produit en main. Cet étiquetage s'est pas mal amélioré avec la dernière directive européenne, mais il reste des progrès à faire en termes de lisibilité des étiquettes par exemple, en termes de traçabilité, également en termes d'information sur d'autres aspects que nutritionnels comme les aspects sociaux et environnementaux. Donc vous voyez ce modèle qui se construit petit à petit. Alors passons à présent à l'accessibilité sociale et culturelle. Voilà, les études socio-anthropologiques qui ont déjà été un petit peu évoquées mettent en avant l'importance de certains aspects de la vie sociale qui peuvent modérer l'effet que la pauvreté, ou accentuer l'effet que la pauvreté peut avoir sur la consommation des comportements alimentaires. Et donc, par exemple, l'intensité des liens sociaux va favoriser l'échange d'expériences, de connaissances, l'entraide et peut modérer cet effet de pauvreté. De même, l'intégration sociale va également jouer un rôle parce qu'il peut augmenter l'attention que l'on accorde aux normes, surtout si on se situe dans une phase d'ascension sociale, on aura plus volontairement, on prêtera plus volontairement donc attention à ces normes et nous procurons plus d'efforts pour les intégrer dans notre quotidien. Inversement, des situations de fragilisation socio-économique personnelle peuvent au contraire constituer un terrain favorable à la prise de poids et à l'obésité, ça a été déjà largement évoqué. Enfin, concernant les habitudes, rappelons qu'elles guident nos comportements quotidiens, et c'est valable pour les comportements alimentaires. Ces habitudes sont influencées par le milieu familial, le milieu social et culturel. Ils peuvent être modifiés dans le temps, mais ne relèvent pas seulement de la seule volonté individuelle. Enfin, dernier élément, les dernières évolutions de vie en termes professionnels, en termes de qualité de vie, ont vu les rythmes de vie et le temps disponible changer. Donc les rythmes s'accélérer, le temps disponible par exemple pour cuisiner, pour faire ses courses, pour choisir ses produits diminuer. Et donc on a assisté à une modification de la manière dont les gens se nourrissent, une forme de déstructuration des repas avec moins de convivialité, moins de temps consacré au repas, moins d'attention portée aux produits, ce qui est évidemment préjudiciable en termes de qualité de l'alimentation. Et enfin, donc pour terminer, l'accessibilité psychosociale. Donc là, il s'agit des éléments, des expériences, des compétences personnelles qui vont avoir une influence sur les comportements alimentaires. Tout le monde n'est pas égal en termes de compétences, d'aptitudes. L'éducation, au sens très large, et pas seulement au niveau d'études, joue un rôle important. Et il est important de souligner, ce sera aussi peut-être débattu tout à l'heure, que la transmission des savoirs et des savoir-faire, notamment culinaires, a été rompue, et ce en lien avec l'individualisation croissante des pratiques alimentaires. Il est évident que c'est un des leviers qu'il faudrait actionner pour redévelopper une culture alimentaire. D'un autre côté, les compétences psychosociales qui sont la capacité d'agir, le développement de l'esprit critique, l'ouverture au changement sont également différents d'une personne à une autre et peuvent être plus ou moins bien transmises d'une génération à l'autre. Enfin, le goût et les notions de plaisir ne sont pas seulement d'ordre génétique. Il y a beaucoup de facteurs environnementaux, au contraire, qui ont une plus grande influence que les facteurs génétiques. Et donc l'influence du milieu familial, l'influence culturelle, les appartenances sociales sont vraiment très puissantes en la matière, vont forger des identités et des goûts propres à chaque milieu culturel, à chaque classe sociale. Enfin, le rapport à la nourriture qui est très complexe, qui est en fait un enchevêtrement de divers facteurs comme l'état émotionnel, la notion de goût, de plaisir, encore une fois, l'éducation, font qu'il est très difficile de changer de comportement alimentaire et que donc il ne s'agit pas d'une simple question de volonté si on veut changer ses comportements alimentaires. Enfin, en termes de représentation, il en est une qui est à mettre fort en évidence, c'est celle du lien entre l'alimentation et la santé, qui dépend du rapport au corps des personnes
qui dépend du lien qui peut être fait ou non entre l'alimentation et la santé. Ces représentations-là sont également très fortement, et là ça a été dit plus longuement par Pierre Balloin, sont très fortement impactées par les appartenances sociales. Donc après avoir fait un petit passage en revue comme ça de ces différents déterminants qui je pense seront d'une manière ou d'une autre abordés, on peut former quelques petites conclusions. Donc les facteurs sont nombreux et sont très variés. Et donc il s'agit d'autant de déterminants sur lesquels travailler, de leviers ou de freins qu'il faut lever. La responsabilité, ça a été dit déjà plusieurs fois, mais si on le voit encore, n'est pas seulement individuelle, elle est largement collective. Ces déterminants ne se résument pas aux seuls aspects financiers de bonne volonté, donc augmenter les revenus, baisser les prix ou augmenter l'information, donner de simples injonctions ne vont pas faire que les gens vont changer leur comportement alimentaire. Et enfin, donc, les inégalités sociales ont un effet permanent et multidirectionnel donc, par rapport à tous ces déterminants que je viens d'évoquer. Voilà, merci beaucoup.